Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en rapport avec les stratégies de pair trading et d'arbitrage statistique. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Une stratégie d'arbitrage va être une stratégie qui va se baser donc sur des stats, qui va chercher à identifier des relations de long terme entre deux actifs que l'on dira co-intégrés et qui va essayer de bénéficier des écarts anormaux pour prendre position et faire du profit. Alors dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne le pair trading. On va voir une des deux grandes approches qui sera la co-intégration, et puis on verra comment le mettre en pratique avec Python, avec des données réelles. Alors pour mettre en lumière un peu mieux les concepts mathématiques, j'ai créé un petit cours relativement trivial pour comprendre un peu l'approche statistique derrière tout cela. Alors allons-y sur le notebook. Alors voilà, je vais essayer, je vais zoomer pour que tout le monde puisse voir bien. Donc comme vous pouvez le comprendre, il y a deux types entre guillemets de manières de voir les choses, c'est-à-dire qu'on peut voir les choses par corrélation. Donc là, on va se baser sur des relations un peu plus court-termistes et un peu moins rigoureuses. En revanche, nous, ce que l'on va faire aujourd'hui, ça va être des relations dites de co-intégration. Alors, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, même si ce n'est pas impossible. Pour cela, nous utiliserons donc un modèle de régression linéaire et des modèles de co-intégration déjà implémentés dans un des packages Python que nous importerons. Mais pour essayer de comprendre comment fonctionne la chose et non pas juste coder une ligne et ne pas la comprendre, nous allons donc voir que l'approche statistique va se baser sur un test d'Engel-Granger. Alors il existe plusieurs tests pour tester cela, mais aujourd'hui nous nous concentrerons uniquement sur celui-ci, qui se compose de deux étapes. La première étant la preuve, entre guillemets, prouver que les deux séries de prix, indépendamment l'une de l'autre, ne sont pas stationnaires, c'est-à-dire que leur moyenne et leur variance n'ont pas de retour à la moyenne, n'ont pas tendance à revenir vers leur moyenne sur du long terme. Et puis nous verrons donc que les résidus de la régression linéaire entre ces deux actifs est elle stationnaire, ce qui nous prouvera donc que les deux séries sont co-intégrées. Alors on utilisera donc un test Augmented Decay Fuller qui lui se base sur des tests d'hypothèse. Alors qu'est-ce qu'un test d'hypothèse? Dans ce cas-là, nous initialiserons notre hypothèse nulle sur le fait que la série n'est pas co-intégrée, et puis l'hypothèse alternative sur le fait que la série est, elle, co-intégrée. Alors, dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir tester la non-stationnarité des deux premières séries de prix, en l'occurrence, et donc on va mettre un seuil de p-value à 0.05, soit 5%. Donc nous verrons par la suite le résultat de notre p-value dans le code qui nous attend ensuite. Et donc pour la phase de test de stationnarité des résidus de la régression, là nous verrons que la p-value est inférieure ou égale à 0.05, parce qu'ils inversent les hypothèses dans le test, pas comme je vous l'ai expliqué moi. Donc dans l'idée d'une régression, on veut exprimer un prix grâce à un autre et à des coefficients et une constante. Dans ce cas-là, la constante sera bêta 0, qui est généralement le A de AX plus B, et la pente de notre fonction sera B. Donc là, en l'occurrence, bêta 1. Mais on peut voir un nouveau terme que l'on n'a pas l'habitude de voir, c'est epsilon i, qui lui sera le résidu de notre régression. Alors, qu'est-ce qu'un résidu? On en parle beaucoup depuis le début, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Le résidu n'est que la différence entre notre valeur réelle et notre valeur prédite par le modèle. Voilà. Donc, ce qui montre, entre guillemets, notre erreur relativement au modèle. L'erreur de notre modèle relativement aux vraies valeurs. Alors, pour pouvoir étudier de manière pérenne notre résidu, on va le normaliser, donc on va passer par la standardisation.
on va donc calculer le z-score du résidu qui sera rien de plus que le résidu auquel nous soustrayons sa moyenne divisé par son écart type. Alors, cette approche mathématique paraît un peu barbare au premier abord, mais vous allez voir que la mise en place du code avec Python reste relativement simple. Alors la méthode en Python va être d'importer premièrement nos jeux de données, créer une data frame, et puis ensuite passer au test de co-intégration d'Angle Granger avec le Augmented Decay Fuller, que nous n'utiliserons pas directement, mais qui était essentiel de comprendre pour comprendre la co-intégration. Et puis l'idée de mean reversion, qui est juste le retour vers la moyenne de notre spread entre guillemets. Allons-y. Alors on va quand même commencer par importer nos packages. Donc on va utiliser StatModel pour la régression et le test de co-intégration. Nous utiliserons aussi NumPy pour l'algèbre entre guillemets. Pandas pour la manipulation de tableaux et de dataframe. Matplotlib pour la représentation graphique à la fin de cette vidéo. Et puis Yahoo Finance qui est un peu le best-seller en termes d'importation de données financières. Alors commençons tranquillou avec une petite fonction donc getData qui elle nous permet d'avoir nos données financières. On va poser Apple et Microsoft comme ticker par défaut. Pourquoi ce choix? Parce que Apple et Microsoft sont deux entreprises relativement similaires, donc qui peuvent avoir des chances de co-intégration fortes, surtout sur 20 ans, comme on peut le voir ici, avec un intervalle de 1 jour. Pourquoi? Parce qu'elles sont deux entreprises donc du même secteur, avec à peu près les mêmes capitalisations et les mêmes revenus. Donc nous prendrons que le prix de clôture pour cette série de données, et donc nous obtiendrons un data frame avec en index les dates ici, et ensuite le prix de Apple et Microsoft de 2005 à 2025, car on a demandé 20 ans. Alors directement, sans plus attendre, attaquons-nous un peu au gros de la logique de co-intégration, c'est-à-dire le test de co-intégration directement tiré du package StatModels. Donc là, comme on peut le voir, il va nous retourner une p-value, donc très facile à implémenter. Il nous retourne la p-value que nous allons imprimer, donc hop là. On obtient une p-value largement inférieure à notre seuil prédéfini ici de 5%. Donc une petite boucle pour montrer si c'est co-intégré ou pas co-intégré. Et puis, afin de créer nos résidus, nous allons passer par une régression linéaire et en nous aidant du modèle de régression linéaire inclus dans le package StatModels. Alors comment va fonctionner cette fonction? C'est relativement simple. On va lui passer en paramètre le dataframe data, et puis on va lui dire que y, qui est la valeur à prédire, sera le prix d'Apple. Ensuite, une feature, donc x, sera, étant donné qu'on n'a qu'une feature, on dira que x est une seule feature, donc un vecteur simple, sera donc le prix de Microsoft. Ensuite, on lui passe, donc on crée notre modèle avec sm.ols, avec x en tant que feature et y comme target, comme prediction. Et on va fitter notre modèle. Alors ensuite, pour retourner nos résidus, ça va être relativement simple. On va créer une variable résidu qui, elle, sera juste résidu.résid et notre fonction retournera résidu. Jusqu'à là, notre régression est terminée. On a nos résidus stockés, qui seront stockés, en l'occurrence, dans le bloc de code d'après. Donc on exécute, toujours pareil, voilà. Et donc là, on va vouloir, comme dit précédemment, calculer le z-score pour normaliser les mouvements des résidus. Alors on va créer une colonne résidu dans data qui sera rien de moins que le résultat de la compute regression, donc notre fonction que l'on a vue juste au-dessus. On va calculer la moyenne et l'écart type de cette colonne que nous ajouterons dans data, que nous pouvons visualiser juste après, vous allez voir. Ensuite, on normalise, donc on crée une nouvelle colonne z-score. Ok, donc jusqu'à là, on suit notre plan.
Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que upper threshold and lower threshold? Alors, eux, on les initialise à 2 et moins 2, car ce seront nos seuils à partir desquels nous prendrons ou pas position. Alors, dans la réalité, ce sont des seuils normalement adaptatifs, qui peuvent être adaptés avec un ATR, Average True Range, ou avec la volatilité. Mais là, on va les fixer à 2. On fixera aussi notre colonne position que nous transformerons après à 0 pour éviter tout conflit au sein du data frame. Donc, on va exécuter. Comme vous pouvez le voir, on obtient des résidus variables tout au long de notre data frame, et puis une moyenne qui, elle, est fixe, avec un écart type lui aussi fixe, et un z-score qui, lui, variera entre 0, enfin, aura une moyenne de 0, et un écart type de 1. OK. Et puis une colonne de position initialisée à 0, évidemment. OK, tout cela fonctionne. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va encore print data après, juste après avoir compris le code. On va utiliser les conditions implémentées de NumPy pour créer des calculs, entre guillemets, des calculs de conditions à l'intérieur même de nos colonnes de notre data frame. Donc là, on va lui dire, écoute, si mon z-score il est inférieur à mon upper threshold, tu mets moins 1. Attendez, à mon lower, pardon. Petite erreur dans le code. Hop là, et upper, tu mets 1. OK? Donc là, tout est nickel. On va avoir, attendez, hop là, position qui bug visiblement. OK. Alors, 1 et moins 1. Est-ce que c'est ça? Non. Alors, attendez, data z-score. On peut mettre les deux. Je pense que je vais mettre les deux. Je vais mettre les deux trucs à l'intérieur, comme ça il nous laisse par défaut. Tac. npware. Tac. Ok. Tac. Tac. Petit souci. Je reviens tout de suite. Pardon, petite erreur de ma part. En fait, c'était complètement logique, j'étais un peu perdu, pardon. C'est complètement logique, on n'est que des zéros, parce que, en fait, après on verra, donc sur le graphe, que ça fait longtemps que notre z-score n'a pas dépassé nos seuils. On comprendra mieux la logique. Parce que, si vous voulez, ce sont des stratégies sur du très long terme, parce que là, en l'occurrence, on prend quand même un time frame assez haut pour essayer de prouver quand même une co-intégration et une relation stable. Mais le souci qu'il peut avoir, c'est que les opportunités se font rares. Là, voilà, il s'agit juste de comprendre la logique. Donc là, on va avoir notre data frame tout près, tout mignon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plot tout cela sur une figure. Alors on utilise donc PLT, donc Matplotlib. On va plot notre z-score. Donc on va voir que notre moyenne est autour de 0. Voilà. Nos seuils, donc moins 2 et 2. Ok, donc super. Et on voit que il a dépassé une fois, deux fois, ici un peu, ici un peu, ici un peu. Pareil ici. Ok, donc là il dépasse. Et à partir du moment où il dépasse, on prend un short. Là c'était très important quand même, parce qu'on a eu énormément de volatilité. D'où le fait d'avoir des seuils adaptatif à la volatilité, parce que là on aurait pu être dans une zone un peu de flou au niveau de la position. Ok, donc ce qu'on peut voir, c'est que à ces moments-là, donc en 2024 par exemple, on va avoir des positions avec 1 ou moins 1 et pas que des zéros, parce que là si vous voyez bien, ça va faire quelques mois ou quelques semaines donc que aucune opportunité s'est présentée. D'où le fait que sur plusieurs jours, on n'ait que des zéros dans les positions. Voilà.
J'espère que vous avez pardon, compris un peu le concept de pair trading et d'arbitrage statistique, même si cette vidéo est un peu superficielle par rapport à la réalité. Je trouvais ça intéressant de quand même y initier à ces concepts-là. Si vous avez des remarques, des commentaires vis-à-vis du format des vidéos, je suis complètement preneur. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne semaine sur les marchés financiers.